Bonsoir à tous et bienvenue à la une de l'actualité. Ce mardi, un phénomène mystérieux. À la baie lagunaire d'Abia Koumassi, à quelques encablures de la route de l'aéroport, une quantité importante de poissons morts ont échoué sur la rive. Un fait inhabituel qui suscite l'inquiétude et mobilise les services compétents pour en déterminer les causes et apporter des solutions rapides. La 18e session de la conférence de l'UPCI, l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, a pris fin ce mardi à Abidjan au terme de 48 heures d'échange. Les conclusions contenues dans une déclaration dite d'Abidjan ont été adoptées par les délégués des 54 pays membres de l'organisation. Et puis dans l'actualité sanitaire, gros plan ce soir sur la lèpre. Si la maladie est éradiquée dans bon nombre de pays, elle continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire. En 2023, le pays a enregistré 483 nouveaux cas dans ce journal. Le témoignage de personnes vivant avec la maladie. On reviendra évidemment sur cette information devenue très vite virale sur la mort mystérieuse de poissons dans l'eau dans le canal de la baie lagunaire d'Abia Koumassi à quelques encablures de l'aéroport d'Abidjan. Tout d'abord, je vous propose de revenir sur ce secteur de la boulangerie et de la pâtisserie qui fait face à de nombreux défis en Côte d'Ivoire. Pour mieux organiser le secteur, le gouvernement a pris des mesures depuis 2014 à travers un arrêté ministériel. Entre autres, la distanciation entre les boulangeries qui est passée de 500 mètres en 2014 à 300 après le nouveau décret pris en juin 2023. Une mesure qui peine à s'imposer sur le terrain, notamment à Abobo, où nos équipes ont fait le constat. Mardoché Kwasi, Chèque Bleu. Mamadou Touré est propriétaire d'une boulangerie au quartier Bessé, dans la commune d'Abobo. Après plusieurs années d'existence, il a constaté récemment la construction d'une boulangerie à moins de 300 mètres de son établissement. Une situation qui, selon lui, devient monnaie courante dans la commune d'Abobo. Au niveau d'Abobo ici, on a l'impression que nos tests ne sont pas respectés par la plupart de nos collègues boulangers. L'État avait donné une distanciation de 500 mètres de 2015 à 2023. Et maintenant, lors de l'atelier de Yamsekoro, ils ont réduit la distance aussi à 300 mètres. Mais nous avons l'impression toujours que même non-respect de la distance existe beaucoup. Et moi-même, j'ai été l'objet de ça une première fois. Et c'est la seconde fois maintenant que je me retrouve face à cette situation-là. Non loin de là, Yaya Ouattara a fait le même constat. Un opérateur économique a démarré non loin de lui la construction d'une boulangerie. On est parti saisir le haut patronat. Le haut patronat a contacté le ministère du Commerce. Il dit que ça fait 2 courriers qu'ils ont déposés. Mais le gars n'a pas répondu pour le moment. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour ces chefs d'entreprise, obligés de partager la clientèle avec ses voisins qui, selon eux, ne respectent pas la loi. Il faut atteindre un certain nombre de sujets vendus, pouvoir payer les salariés, payer les taxes. Bon, quand le système est pourri comme ça, là, souvent ça crée beaucoup de difficultés au niveau même des salariés, des travailleurs, même des impôts. Parce qu'on n'arrive pas à avoir maintenant à joindre les 2 bouts 100% pour pouvoir combler ces besoins-là. Du côté de la coordination locale, du haut patronat des boulangeries et pâtisseries de Côte d'Ivoire, on avoue son impuissance après plusieurs tentatives de conciliation. Le seul salut de la filière ne peut que venir des autorités, notamment le ministère du Commerce. Nous demandons à tout le monde, à tous les boulangers, l'ensemble des boulangers de Côte d'Ivoire, au moins quand vous venez trouver une boulangerie déjà existante, vous devez respecter une rayon de 300 mètres. Et malgré les 300 mètres, il y a des opérateurs qui n'arrivent même plus à respecter. Il y a eu des cas similaires ici, nous avons adressé des courriers. Là, il faut le dire, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de suite de courrier. Donc voilà nos cris de guerre pour qu'au moins le ministère du Commerce, surtout le ministre du Commerce, vraiment puisse nous aider à finir avec tout ce problème-là. Contacté par nos équipes pour plus d'éclairage sur la question, ni la direction régionale du commerce d'Abobo, encore moins la direction du commerce intérieur, n'ont jusque-là donné une suite favorable à notre requête. Il importe toutefois qu'une attention particulière soit accordée à cette situation pour que la paix règne dans ce secteur important pour l'économie et le quotidien des populations ivoiriennes. La 18e session de la conférence de l'UPCI, l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, a pris fin ce mardi à Abidjan au terme de 48 heures d'échange.
Les conclusions contenues dans une déclaration dite d'Abidjan ont été adoptées par les délégués des 54 pays membres de l'organisation. Les précisions de Pierre-Di Pomelin et Joseph Zécré. Pendant 2 jours, les parlementaires membres de l'UPC ont fait le tour des problématiques auxquelles le monde est confronté. Entre autres, le réchauffement climatique, l'inflation mondiale, la guerre dans la bande de Gaza, la guerre russo-ukrainienne, les attaques terroristes. La rencontre a donné naissance à la déclaration d'Abidjan en 12 points. Une déclaration dans laquelle l'UPC condamne les frappes israéliennes dans la bande de Gaza et appelle à un cessez-le-feu immédiat. Toute personne est prise de liberté, d'égalité et de justice partout dans le monde. C'est celui du drame, de la guerre, du génocide qui se produit à Gaza, dans les territoires palestiniens aux alentours. Nous avons discuté de cette question longuement. Et je crois que les parlementaires venus à Abidjan ont fidèlement traduit les sentiments non seulement des musulmans, mais de toutes les personnes engagées sur le chemin de la paix et de la dignité humaine. La 18e conférence a désigné le président de l'Assemblée nationale ivoirienne à la tête de l'UPC. Adama Bictogo s'est engagé à accomplir sa mission avec l'ensemble des parlementaires. En tant que nouveau président en exercice de l'UPCI, tout naturellement, partout où je serai, je saurai que c'est la Côte d'Ivoire qui est présente, la confiance qu'ils viennent de mettre témoigner, de traduire une exigence de ma part, traduire un engagement fort de ma part, mais je voudrais compter sur tous les États membres, sur mon équipe à l'Assemblée, au Sénat, compter aussi avec la présidente du Sénat, parce qu'il s'agit du Parlement de Côte d'Ivoire. Venu à cette rencontre de l'UPC, le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie a été reçu plus tôt en fin de matinée par la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, où la possibilité de collaboration des 2 chambres a été évoquée. Il faut savoir que les relations sont très bonnes, elles s'intensifient, je dirais d'année en année. Quand vous regardez aujourd'hui les échanges commerciaux entre nos 2 pays progressent très 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 vite, et tout cela pour le bonheur de nos 2 peuples, puisque ce sont les 2 pays qui en profitent, ce sont les 2 peuples qui en profitent. Nous avons cet espoir de progresser, de renforcer la coopération, et lors de cette visite, j'ai pu voir aussi que le Sénat a cet espoir également. L'UPC est une organisation créée en juin 1999 par la Conférence islamique à Téhéran, où se trouve son siège permanent. Elle a pour objectif, entre autres, d'apporter son soutien à la mise en œuvre du principe islamique de concertation dans tous les États membres. Dans l'actualité politique, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire dispose d'un nouvel organigramme. Tidiane Thiam, le président du parti, l'a présenté ce mardi avec en prime la nomination de plusieurs personnalités, dont Dr Sylvestre Emou, le maire de Port-Bouët, qui devient le nouveau secrétaire exécutif en remplacement de Maurice Kakou Gikaouye. Les explications de Salif Yalekwe et Tanguy Kona. Tidiane Thiam, le président du PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a dévoilé ce mardi, au siège du dit parti à Cocody, un nouvel organigramme du parti avec la nomination de plusieurs personnalités, parmi lesquelles Emou Sylvestre, le député maire de la cité balnéaire de Port-Bouët, nommé secrétaire exécutif en remplacement de Maurice Kakou Gikaouye. À en croire le successeur d'Henri Konan Bédié, l'objectif est l'ascension au pouvoir en 2025. L'objectif ici, et c'est l'objectif que vous m'avez tous donné, vous ne m'avez pas vraiment demandé mon avis, mais à Yamoussoukro, qui est de mettre le parti en ordre de bataille pour l'élection 2025. D'avoir une structure organisationnelle, qu'on soit d'accord avec elle ou pas, mais qui est alignée sur le découpage électoral et administratif du pays. Parce qu'à la fin de ce processus, on va à une élection, donc c'est important que notre organisation et la structure reflètent la carte administrative du pays. Ces cadres, se réjouissant de ces nominations, se disent prêts à relever les défis. Je veux être reconnaissant en lui disant merci. Merci pour cette marque de considération renouvelée. Je veux être ce chef d'orchestre qui, en harmonie avec ses musiciens, seront fredonnés l'hymne national de notre pays
en octobre 2025. Vous l'avez bien compris, il s'agit de nous affréter pour conquérir le pouvoir d'État. Je suis très content d'avoir été renouvelé comme porte-parole. Au dernier congrès électif, le parti lui a confié une mission de nous conduire au palais présidentiel. Donc ça, c'est l'objectif principal. Comment il fait? On met donc une organisation en place qui est basée sur le découpage administratif. Outre les groupes de travail, avec pour thématique le capital humain, société, nouvelles technologies, économie et équité, développement durable, paix et sécurité, des hautes représentations du président du PDCI dans les districts ont été créées. Pour rappel, l'ancien ministre du Plan a été élu à la présidence du Vieux Parti le 22 décembre 2023 à Yamoussoukro. Au chapitre santé, gros plan ce soir sur la lèpre. Si la maladie est éradiquée dans bon nombre de pays, elle continue de faire des victimes ici en Côte d'Ivoire. En 2023, le pays a enregistré 483 nouveaux cas. L'objectif d'éradiquer totalement la maladie d'ici à 2030 reste donc encore un défi. À cela s'ajoute la stigmatisation des personnes atteintes. D'ailleurs, comment gèrent-elles leur quotidien? Avec quelle prise en charge et quel accompagnement de l'État pour bouter cette maladie hors de nos frontières? Un sujet de Nadia Edja et Eric Kimou. Prendre ces médicaments contre la lèpre est devenu le quotidien de cette aide-soignante. Cette maladie, elle l'a contractée par son frère, de qui elle s'occupait régulièrement. Si elle préfère garder l'anonymat, c'est en raison de la stigmatisation que subissent les malades de la lèpre dans la société. C'est une réalité, puisque dans ma famille même ça a été le cas. Les amis et connaissances de mes frères ont commencé à s'éloigner de lui. Et moi-même, j'ai eu comme ça à échanger de manière voilée avec certaines personnes concernant cette maladie. Ils ont eu des réactions repoussantes. En Côte d'Ivoire, les soins contre la lèpre sont totalement pris en charge par le gouvernement. Malheureusement, dépistée tardivement, cette maladie peut laisser des séquelles. C'est le cas de Jean-François, qui a cru au début à une maladie métaphysique. J'ai ressenti une tache sur la peau. La tache était insensible, mais vu l'ignorance de cette maladie, j'ai négligé ça pendant des années. Au fur et à mesure, la tache a commencé à devenir encore plus large. Et en fin de compte, j'ai été paralysé même. J'ai fait presque 3 à 4 mois sans marcher. S'il a pu guérir après plusieurs soins, dont des opérations chirurgicales qui ont permis de retrouver l'usage de ses mains, aujourd'hui il déplore les difficultés d'insertion dans la vie active. C'est vrai, l'État nous soigne, l'État fait tout son possible pour nous aider. Mais au niveau de la réinsertion, j'interpelle le gouvernement vraiment de faire de sorte que les malades de la lèpre puissent réellement être réinsérés, pour qu'ils puissent se prendre en charge. Pour que lorsqu'ils sont guéris, là, ils puissent avoir de quoi faire pour pouvoir se nourrir, aussi mener leur vie aussi, parce qu'ils sont appelés aussi à se marier, à faire des enfants. Transmise par voie aérienne par une personne contaminée, la lèpre peut guérir sans séquelles si elle est dépistée tôt. Parce que l'évolution de la lèpre est très lente. C'est-à-dire que ces personnes qui étaient en contact avec ce cas de lèpre pourront faire la lèpre lorsqu'ils sont infectés, mais 5 ans, 10 ans après. La première dose de PCT est supervisée par l'agent de santé parce que cette première dose est aussi puissante pour détruire 99% de Mycobacterium lépré. Donc, lorsqu'il prend sa première dose de traitement, il ne peut pas contaminer. Il ne peut plus contaminer. Ceux qui sont dangereux, c'est ceux qu'on n'a pas encore dépistés, qui sont dans les communautés. Voilà pourquoi lorsque on dépiste un cas dans une communauté, on va jusqu'à rechercher tous ces sujets qui ont été en contact avec ce cas. Agir sur le terrain par des dépistages précoces et actifs, l'un des objectifs de la 71e journée mondiale de la lutte contre la lèpre, tenue autour du thème « Unissons nos efforts, agissons ensemble et éradiquons les maladies tropicales négligées ». Notre défi pour les prochaines années est d'interrompre la chaîne de transmission de la lèpre. Je me réjouis donc avec vous du démarrage de ce processus de la mise en œuvre en 2023 d'un protocole de recherche intitulé « Dépistage actif et traitement préventif des sujets contacts des cas de lèpre
dans les districts sanitaires de Gagnoua 1 et 2. 220 000 cas dans les années 60, le nombre de malades de la lèpre est passé à 12 000 cas en 1990, puis à 1700 en 2001, avant de se situer sur ces 10 dernières années à 500 cas. 3 semaines après l'épilogue de la Coupe d'Afrique des Nations, on s'intéresse à ces milliers de jeunes qui rêvent de devenir footballeurs professionnels, à l'image de ceux qui ont porté le pays au sommet de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et justement, cette coupe à domicile est pour eux une véritable source de motivation. L'une de nos équipes de reportage a partagé le quotidien de certains d'entre ces jeunes qui rêvent d'une carrière professionnelle dans le football. Reportage. On est positionné comment? Les défenseurs, allez, monsieur, là-bas, monsieur, toi à droite, hein, où il est? À gauche. Avant chaque séance d'entraînement, coach Camara rappelle les consignes et donne les positions de chaque joueur. Sur ce terrain, c'est le club FC Vassanogo qui s'entraîne 3 fois par semaine avec sa trentaine de joueurs. Nous, on forme et puis on essaie de proposer aux clubs professionnels, Ligue 2, Ligue 3, Ligue 1. C'est une sorte de motivation pour nous. Ça nous amène encore à plus travailler, à plus bosser et puis voilà quoi. Il y a plein de talents en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire ici, chez nous, voilà. Vous voyez, quand on regarde tous ces jeunes-là, les rêves, ils veulent devenir footballeurs professionnels, voilà. Et ils ont que les rêves et Dieu comme espoir. S'il n'a pas réussi à réaliser son rêve de footballeur professionnel, il compte bien aider les plus jeunes à y parvenir. Déjà, on les amène à aller à l'école, de continuer les études, d'être patient, de travailler, d'être croyant, voilà, et puis de toujours se motiver eux-mêmes. Personne ne va venir les motiver. Voilà. Donc la motivation d'abord vient en soi. Et puis après, nous on est là pour les soutenir, pour les encadrer. Et puis, voilà. Le pays est vu. Les éléphants ont mis l'équipe nationale au top. On est champion d'Afrique. Donc une bonne vitrine aussi pour les jeunes que nous on encadre. Et puis ça les motive encore plus pour dire c'est eux aujourd'hui. Pourquoi pas nous demain? Donc voilà quoi, tout. Issus de milieux défavorisés pour la plupart, le football est pour ces jeunes le moyen de s'accomplir. La récente Coupe d'Afrique des Nations a été pour eux une source de motivation supplémentaire. Il y a ma maman surtout qui me motive. Quand je regarde sa situation, je ne peux pas m'empêcher de traîner avec des amis qui peut-être fument la drogue ou bien qui s'adonnent à d'autres choses. C'est vrai, c'est une passion. C'est une passion, mais cette passion-là, je dois vraiment la prendre au sérieux pour devenir quelqu'un, peut-être aider ma famille, les gens qui ont le plus besoin. Avec cette CAN, personne ne peut dire qu'il n'est pas motivé pour devenir un grand footballeur. Mon modèle dans l'équipe nationale, c'est Sébastien Haller. Marquer des buts incroyables, il faut toujours croire. C'est aussi le coach, la situation aussi des parents. C'est vrai que c'est un peu difficile à la maison, mais si tu n'es pas venu d'une famille riche, la famille riche doit venir de toi. Allez, allez, allez! Ok, bien joué. Il y a eu le BPC et ensuite il a arrêté les coups. Bon, la CAN, ça a été une réussite. Voilà, la plus belle CAN du jamais vu au fait. Forcément, ça donne l'envie. Actuellement, moi-même, ça m'a motivé. La CAN a été une réussite. C'est toute une vie. Et puis la situation des parents aussi, ils doivent me battre à fond. Ils me donnent chaque jour à fond, 100%, 100%. Selon coach Camara, les clubs amateurs sont confrontés au manque de sponsors et donc de financement. Il appelle les opérateurs privés et les responsables de la fédération à aider davantage ces centres sportifs, véritables catalyseurs pour ces milliers de jeunes. L'information est très vite devenue virale sur les réseaux sociaux ce matin, un phénomène mystérieux qui s'est produit à la baie lagunaire d'Abia Koumassi, à quelques encablures de la route de l'aéroport. Une quantité importante de poissons morts ont échoué sur la rive, un fait inhabituel qui suscite l'inquiétude et mobilise les autorités ivoiriennes pour en déterminer les causes et apporter des solutions rapides. Mardoché Kwasi, Fulgence Kissiedou. Emmanuel Boussim est réparateur de bateaux sur la baie d'Ancien Koumassi, non loin du village d'Abia Koumassi. Au lendemain de la forte pluie de la nuit du dimanche, il a découvert à la reprise du travail, le lundi matin, une grande quantité de poissons morts et échoués sur la baie. C'était étonnant. Subitement, en moins de 1 heure, il y a eu des milliers de capes morts. Alors d'habitude, les autres années précédentes, ils ne sortaient pas comme ça. Le matin, en arrivant, on les voit encore un peu vivants.
Mais cette année-là, ça a été un peu trop surprenant. Je suis inquiet parce que c'est un milieu de l'écosystème qui nous permet quand même de nourrir un peu la population ivoirienne. Chaque année, de décembre à février, plusieurs poissons sont piégés sur la baie et capturés vivants par les populations qui les consomment sans aucun danger. C'est le phénomène des carpes saoulées. À Abia-Koumassi, village qui borde la baie concerné par le phénomène, la population a été prise de court par la forte quantité de poissons découvertes, cette fois-ci, ce qui suscite l'inquiétude au niveau de la chefferie. Pour tout phénomène qui est un peu inhabituel, ça interpelle. C'est pour ça que déjà on a pris des résolutions au niveau du village pour demander à la population de s'abstenir pour le moment. Et puis avec les autorités environnementales, le ministère, quand on aura un peu plus de précisions là-dessus, on verra la conduite à tenir. Mais pour l'heure, la chefferie a pris des mesures au niveau du village pour que personne n'en consomme. Informés, plusieurs structures se sont précipitées sur les lieux pour chercher à comprendre l'incident. C'est notamment le cas du Centre de recherche océanologique qui, après les premiers tests, a relevé quelques raisons qui pourraient expliquer cette situation. Déjà, ce que nous pouvons dire, c'est que le milieu est acide. Nous avons un pH de l'ordre de 4, donc ce qui est vraiment faible et pas du tout acceptable pour la plupart des organismes aquatiques. Nous avons également un autre paramètre qui est assez parlant, c'est l'oxygène dessous. Comme vous savez, tout être vivant a besoin d'oxygène pour respirer. Et nous avons mesuré des teneurs en oxygène en deçà de 1 mg par litre. Alors que la valeur que peut supporter certains organismes les moins exigeants, c'est autour de 2-3 mg par litre. Alors, donc déjà, le milieu est anoxique, le milieu est acide, et ces paramètres effectivement peuvent expliquer en partie la mortalité massive des poissons que nous avons observés. Le gouvernement ivoirien est également en première ligne face aux risques auxquels cette situation expose la population. Les ministres Jacques Assaoré et Sidi Tiemoko Touré, respectivement en charge de l'environnement et des ressources animales et halieutiques, ont effectué le déplacement pour mieux cerner la situation. D'autres phénomènes peuvent avoir été responsables de cette mortalité massive. Donc en tant que ministre de l'Environnement, c'est un message que je voulais lancer aux populations. Première chose, de ne pas consommer ces poissons, parce que pour l'instant, on ne sait pas de quoi ils sont morts. Deuxièmement, que nous prenions soin de notre environnement. Ce phénomène que nous venons de constater est une conséquence de notre façon de traiter les eaux de surface que nous avons. Nos différentes équipes vont investiguer sous les 48 heures pour nous donner les éléments de réponse. Mais dans l'attente, des mesures conservatoires ont été prises à l'effet de collecter tous les poissons morts et de les détruire systématiquement. Et aussi les populations riveraines, en l'occurrence les villages riverains, ont été très vite sensibilisés. Ils ont automatiquement passé le message d'interdiction de consommation de ces différents produits et surtout de veille sur cette zone pour éviter véritablement qu'il y ait une consommation et surtout des activités de pêche dans les environs. Cette mortalité inhabituelle des poissons s'étend jusqu'à la baie de Biétry, à l'hôtel Le Wafou. Les émissaires du gouvernement ont tenu à rassurer la population sur le fait que le phénomène est circonscrit dans la zone de la baie de Biétry et ne concerne pas le poisson pêché dans d'autres eaux. C'est ici que prend fin ce journal, mais restez avec nous pour suivre dans quelques instants Focus Faits divers qui s'intéresse ce soir à Ami, une mineure de 14 ans, élève en classe de 5e dans un collège confessionnel de Bondoukou, qui a été malheureusement séquestrée puis violée. Les vigiles en charge de la protection de la piscine municipale semblent être impliqués dans cet acte ignoble. Tout savoir sur cette histoire dans Focus Faits divers dans quelques instants seulement sur NCI. Ainsi prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.